Donc, effectivement, il me revient un peu de lancer cette réflexion sur l'universel en partant, puisque ça m'a été demandé, du moment inaugurateur, au fond, d'une réflexion sur l'universel, l'origine grecque de l'universel. Certes, postérieurement à l'universel biblique, mais dont on parlera ensuite, mais aussi parallèlement à cet universel biblique. Je vais donc m'efforcer dans cette introduction très synthétique, au fond, de dégager, au-delà des très grandes diversités des figures grecques de l'universel et du logos, puisque je vais essayer de montrer que c'est précisément le logos, la raison, qui est la forme grecque de l'universel. Bien, au-delà de cette extrême diversité, qui évidemment exigerait un très long exposé d'histoire de la philosophie, je voudrais m'employer à dégager ce qui pourrait être présenté comme l'événement grec de l'universel, au-delà de la diversité même de ces figures. Comment la caractériser? Mais je voudrais en même temps, dans le même mouvement, et j'expliquerai pourquoi, interroger un retour de la pensée du logos grec dans un lointain héritage, dans un lointain après-coup, qui est celui de la psychanalyse. Au-delà de tout anachronisme, il s'agit de montrer en quoi un certain grec nommé Freud, d'une certaine manière, plus précisément un juif hellénistique nommé Freud, créateur de la psychanalyse, peut nous aider à comprendre, dans l'après-coup, ce qui s'est joué dans l'origine grecque de l'universel. Ce n'est certes qu'une des figures de cet héritage. Je pense que l'héritage grec de la psychanalyse peut, au fond, justifier d'interroger solidairement par la philosophie et par la psychanalyse l'événement de l'universel. C'est donc évidemment un propos ambitieux que de caractériser l'événementialité grecque de l'invention de l'universel. Je vais essayer de le faire. Et me servir de Freud simplement pour mieux comprendre ce qui s'est passé dans cette origine-là, à confronter en effet à l'autre origine biblique et juive dont il sera question ensuite. Alors, il n'est peut-être pas inutile, à ce stade de la réflexion, de dire un mot sur le mot universel. Alors, en français, il apparaît dans la langue vers 1200. C'est un terme du Moyen-Âge, ce qui nous renverrait, du coup, à la figure chrétienne. Mais enfin, le terme universel est chrétien. Il est chrétien dans la mesure où il procède d'universum, un neutre pris substantivement, de l'adjectif universus, qui veut dire tout entier. Ce qui se retrouve dans universalis, dans universalitas, et ce qui se retrouve, il faut bien le dire, dans université. C'est peut-être l'occasion de le rappeler aussi aux universitaires. Que l'université, c'est un mot qui apparaît, paraît-il, vers 1218, juste après le mot universel, avec cette idée d'un universel du savoir. Belle idée que celle de l'université. Donc l'universel est un produit scolastique. Le terme scolastique a pris un sens péjoratif qu'il faut oublier ici pour dire qu'il s'agit effectivement d'une réflexion fondamentale d'école. Il faut partir de là parce que appliquer l'universel rétroactivement à l'univers grec et biblique pose là une question. Et justement une question de la diversité. La diversité et par là même, bien sûr, de l'unité. Il y a en effet dans cette université, qui est en même temps une universalitas, il y a l'idée de quelque chose qui s'étend, c'est-à-dire qui s'applique logiquement à une totalité des objets, à la totalité des objets, des personnes ou des choses qui existent. Il y a donc une audace extraordinaire dans l'idée d'universalité. L'universel a deux contraires qu'il ne faut pas confondre, le particulier et le singulier. Et en un sens, ça n'a rien à voir. Le particulier, c'est un premier contraire de l'universel pour désigner ce qui appartient en propre à des objets, là où l'universel s'applique à tous les objets. Donc qui ne concerne qu'un individu ou un groupe. Tandis que le singulier, c'est l'individualité pure, ce qui possède des propriétés irréductibles à quelque ensemble ou totalisation. Donc faisons très attention quand nous parlons de la diversité, qui est un mot qui peut facilement devenir un mot fourre-tout, de distinguer le divers dans le particulier et le divers dans le singulier. Le particulier vérifie l'universel dans la mesure qu'il ne fait que le diversifier.
le singulier, d'une certaine manière, s'y oppose. C'est un défi à l'universel. À moins qu'il existe un universel singulier. Eh bien, je le suggérais tout à l'heure, ça s'appelle la psychanalyse. Alors, il y a eu toute une discussion que je ne fais que poser là, peut-être qu'elle sera évoquée quand il sera question de l'universel chrétien, mais une discussion scolastique considérable, d'importance considérable pour notre réflexion, qui est justement la réflexion qui a un peu été évoquée peut-être tout à l'heure indirectement sur la réalité même de l'universel. C'est ce qu'on appelait la grande discussion du réalisme et du nominalisme. Alors, le problème est simple, c'est de savoir si l'universel existe comme réalité. Au-delà de la diversité, pour prendre l'exemple donné souvent à l'époque, il n'existe que des chevaux singuliers. Comment peut-on parler de cheval comme universel? L'universel n'est-il qu'un mot? L'enjeu est considérable. Il me semble que nous sommes dans un débat encore post-scolastique. Il y a deux positions là. Les nominalistes qui disent que seule la réalité appartient aux réalités singulières, dès lors l'universel n'est qu'un nom, et les réalistes qui, eux, pensent que dans l'universel, il y a bien une réalité spécifique. Platon, en posant la réalité des idées, accrédite un véritable réalisme. Bon. Eh bien oui, ça méritait bien quelques siècles de discussion scolastique, cette question de l'universel, puisque nous en héritons. Et je crois qu'il est très important de le rappeler pour ne pas diluer cette réflexion sur l'universel dans quelques rhétoriques. C'est un problème absolument considérable de savoir si l'universel n'est qu'un nom ou une réalité spécifique, qui vient défier la diversité de la singularité. Et j'ajouterai tout de suite que même si ce n'était qu'un nom, ça serait considérable, puisque le nom, c'est quelque chose qui, on le sait, pèse de façon déterminante, on le sait dans la raison et dans l'inconscient. Voilà. Enfin, voilà, me semble-t-il, la problématique nucléaire, enfin première, qui est là formulée, la question de l'universel, et qui alimente, enfin dans ma lecture, qui alimente foncièrement le débat tout entier. Le particulier confirme l'universel. En termes philosophiques, on dit qu'il est subsumable sous l'universel, on peut le mettre dessous. Le singulier, d'une certaine manière, le défie, mais peut-être l'incarne. Et ce débat permanent entre le mot et la chose, entre l'universel et le singulier, c'est ça qui engage toute la problématique d'une réflexion sur l'universel. Si du moins on ne veut pas simplement jouer sans fin sur le mot diversité, unité, unité, diversité, c'est là que ça se joue, et c'est un problème considérable. Un problème d'ailleurs en un sens rhétorique, mais au sens radical, parce que dire que l'universel est un mot, c'est peut-être quelque chose, un mot qui en tant que mot engage tout le destin de l'humanité, qui se joue sur ce mot-là. Il peut y avoir un chantage au singulier. D'une certaine manière, le racisme est un chantage au singulier, au particulier, avec une haine de l'universel, ça a été bien dit tout à l'heure, mais on sait qu'il y a aussi une bonne singularité et qu'il y a un mauvais universel. Alors, comment s'y retrouver? Eh bien, alors, question considérable, mais je vais la lancer avec la question de l'universel grec. Qu'est-ce qui s'invente chez les Grecs? Encore une fois, au-delà de l'extrême diversité du concept de logos, c'est en effet l'introduction de ce point de vue du logos. C'est pour ça que j'avais intitulé mon intervention « L'universel logique, le logos et son ananké ». Je vais revenir sur l'ananké. Comment parler de façon brève mais précise de ce logos grec? Bien, en le situant comme une rupture. On pourrait dire c'est la raison, c'est aussi le langage, c'est le discours, certes. Il y a une grande ambiguïté dans le logos, fondamentale qu'on connaît bien. D'une part, c'est la raison, d'autre part, c'est le discours. Pour nous, c'est pas la même chose, le discours et la raison. Pour les Grecs, si. Mais de quel discours s'agit-il? Il s'agit donc d'un effet de rupture, une véritable révolution anthropologique, qui fait que dès lors que nous pratiquons le logos, nous sommes grecs. Ça ne nous empêche pas d'être autre chose. Bon. Mais justement, le logos, effectivement, apparaît comme un produit, certes, si je peux dire, national grec antique, mais qui génère une figure de l'universel. Il serait passionnant de comparer à la dimension biblique. Je l'ai fait ailleurs, mais enfin, je me réserverai, ce qui est déjà pas mal,
la référence à ce moment du logos grec, proprement grec. Il s'agit d'une rupture colossale entre le mythos, enfin le mythe, et quelque chose d'autre qui là s'invente, qui est le logos. Bien sûr, l'opposition mythos-logos, on la connaît bien, mais enfin, redevenons sensibles une seconde, là, à l'incroyable invention de quelque chose d'autre que le mythe. Le mythe qui est un récit. Le mythe est foncièrement un récit sur l'origine. C'est une fabulation. Cette fabulation, c'est donc un mensonge, mais c'est un mensonge vrai. Lacan dira beaucoup plus tard que c'est un mi-dire de la vérité. C'est pas vrai, c'est pour ainsi dire, c'est un comme si. Mais c'est un comme si qui est nécessaire pour penser l'origine. Dès lors que nous sommes exilés de l'origine, il nous faut bien un récit. Donc, il y a une beauté, une utilité du mythe. Oui, mais le récit s'alimente en permanence dans sa propre singularité. C'est l'histoire des peuples. On peut certes confronter les mythes, c'est un universel comparatif. Mais le logos, c'est autre chose. Donc, fabuleuse invention des Grecs, à un moment donné, qui a été bien travaillée dans les travaux de référence de Robert Graves, etc. Mais enfin, bon, j'irai droit au résultat de cette histoire. C'est l'apparition d'un nouveau rapport au monde qui n'est plus un rapport de récit, mais un rapport de raison. Le logos apparaît en miroir de l'univers, comme l'univers en tant qu'il est pensé. Non plus le cosmos en tant qu'il est raconté, mais le logos apparaît comme un universel réfléchi, un universel pensé. Un universel, je dirais, parce que je voudrais le décrire concrètement, enfin, pas simplement avec le mot logos, la raison est nécessaire. Non, c'est l'invention d'un universel replié dans la pensée. En termes philosophiques, un moment de réflexivité. Vaste question, la réflexivité des Grecs, c'est pas la réflexivité de Descartes, mais il y a là quelque chose qui est lancé. Événement considérable de l'universel. Dans le logos, l'univers, au-delà du récit dont il peut être l'objet, trouve son savoir. D'où la question que le savoir va désormais doubler l'univers. D'où l'idée aussi que l'univers est désormais su. Et qu'il se sait su par le logos. Voilà. C'est l'effet de la conception en sa dimension universalisante. Ce qui fait que les Grecs inventent, je ne peux pas ici en faire la généalogie de cette invention, bien sûr, mais elle va peut-être être évoquée tout à l'heure, ils inventent cette dimension universalisante qui invente en même temps, d'une certaine manière, le sujet. Enfin, c'est compliqué, le sujet n'est pas encore une notion grecque, mais l'agent pensant. Désormais, le monde ne se raconte plus de façon fictionnée, il se raconte sur le mode pensée. C'est pour ça d'ailleurs que le logos peut légitimement aussi s'appeler discours. Mais c'est un discours désormais qui double le cosmos par un savoir. Alors, les conséquences, comme je dois aller vite, n'est-ce pas, j'ai noté les conséquences considérables en enchaînement. Il me semble qu'il y en a 5 fondamentales. Premièrement, l'avènement de la réflexivité, qui implique une subjectivation de l'universel, l'universel en tant que pensée, qui suppose une séparation. Faisons très attention, parce que quand l'universel n'est pas une symbiose, l'universel, c'est pas une réconciliation de tous dans tout, on n'y retrouve plus rien d'ailleurs. Freud parlera de la bouillie originaire. L'universel, c'est pas de la bouillie. L'universel est pensé comme une séparation. Séparation de quoi? Très précisément de la jouissance du tout de l'univers, qu'on retrouve d'ailleurs dans le mythe. C'est pour ça d'ailleurs que, bien entendu, après le logos, nous continuons d'aimer les mythes. Nous aimons qu'on nous raconte des histoires. Je dis souvent que même la science, qui est une science du réel, qui est un pur produit du logos, est facilement transformée en récit. Le public veut qu'on lui raconte une belle histoire avec la science. Alors que la science, c'est pas ça, c'est la loi du réel et la loi du logos qui suppose une séparation. Donc l'universel, en tant qu'il est pensé, qu'il est le véritable universel, est le produit d'une séparation, mais qui rend possible de ne plus s'aliéner à la jouissance pure du récit.
Encore une fois, ça ne veut pas dire que nous fassions notre deuil du récit. Le récit est toujours là. Il a été pris en charge. Il a été pris en charge par la littérature, un récit précieux, d'une certaine manière par la psychanalyse. Bien, tout ça à dire en 6 minutes. Mais cette séparation-là est produite effectivement comme une pensée qui se constitue comme universelle. Donc, je passe au second point. Constitution dès lors d'un ordre du réel, déconnecté de la loi des dieux, et nous passons par là même à l'ananké. À l'ananké, c'est-à-dire au destin. Mais attention, ce n'est pas la moira, c'est-à-dire le destin fatal qui enserre l'homme, c'est l'ananké, c'est-à-dire la force des choses, le processus même des choses. Ça me paraît très important de noter que l'universel est la subjectivation de la pensée, mais aussi dès lors la possibilité de supporter la loi du réel. Vous voyez d'ailleurs, puisque je dois accélérer, j'en profite pour dire qu'un certain Freud disait que ces seuls dieux, c'était Logos et Ananké. Il le dit, il le répète dans divers textes. J'ai écrit un texte là-dessus qui s'appelle L'entendement freudien, sous-titre Logos et Ananké. Mais j'avais été très frappé à l'époque par l'importance de cette adhésion de Freud. Sans doute on peut se référer aussi... Alors, comment est-ce qu'il se rapporte au Dieu d'Israël, dans sa propre culture? Enfin, lui, en tant que chercheur, c'est Logos et Ananké. Il faut bien entendre ça. Enfin, Freud nous permet en même temps d'entendre les Grecs, n'est-ce pas? C'est un ordre du réel auquel nous devons nous soumettre. Voilà. Mais dès lors que nous le pensons. Troisième point, il y a un éros logique. Ça me paraît très important. Ça s'appelle, en termes simples, l'amour du savoir. Et donc, l'ignorance se fonde sur la haine. C'est pas simplement un thème rhétorique, ça. C'est cette idée que, dès lors que je m'exile du logos, je suis acculé à la singularité et à la haine, n'est-ce pas? La haine est une passion de la singularité. D'ailleurs, ça commence à l'indifférence, comme le dit Freud, qui est la forme primaire de la haine. Quatrièmement, ça suppose, dès lors, le langage. On voit pourquoi, puisque paradoxalement, penser, c'est monologuer, c'est penser avec moi-même. Quand vous pensez, vous discutez avec vous-même. Mais ça suppose évidemment le dialogue dès lors que le logos a tendance à s'exporter dans l'universel, dans l'entendement de l'autre. Enfin, et c'est le dernier point, il y a une dimension anthropologique. Le « je pense, je suis », qui est le logos cartésien, reprend cette idée. Il faut bien l'entendre dans toutes ces dimensions. Je soulignerai simplement l'idée grecque, que c'est par la pensée que le sujet humain adhère à son être. Ce n'est pas un point de vue intellectualiste, c'est une anthropologie. Mais dès lors que le logos se pose comme tel, il pose le non-savoir comme son contraire. Et dès lors se met en place vous voyez ce que j'appelle cette figure logique de l'universel. Vous voyez aussi que ça implique une figure éthique, non pas une rallonge morale de l'intellect, mais le logos grec contient en lui-même sa potentialité éthique, immanente, sauf, mais ça je laisse la question pour mes successeurs qui parleront sans doute de ça dans la dimension biblique, sauf à laisser de côté la question de l'altérité. Enfin, Lévinas a bien montré que là, il y a quelque chose à reprendre du côté de l'altérité, en quoi peut-être les deux formes grecques et juives se complètent, mais c'est une autre histoire. Alors, voilà. À partir de là, je voudrais juste faire entendre, avec le temps qui me reste, l'écho psychanalytique de cette histoire-là. Alors, pourquoi est-ce que Freud dit qu'il ne croit qu'à logos et ananké? Parce que de l'extérieur, on pourrait penser que la psychanalyse, je suis bien obligé d'anticiper sur la fin de ces journées, c'est-à-dire, effectivement, la psychanalyse est universelle. Juste pour montrer que psychanalyse est universelle est déjà contenue dans la figure grecque. De l'extérieur, on pourrait donc penser que, en gros, la psychanalyse s'occupe de l'irrationnel, des forces irrationnelles de l'homme et de l'âme, de quelque chose qui n'est pas universel du tout et qui n'est pas pensable du tout. Ça s'appelle l'inconscient, ça s'appelle l'insu, ça s'appelle la sexualité, l'instinct, la pulsion, Eh bien non, la psychanalyse est une figure du logos. Alors, je voudrais juste évoquer en quoi. Du logos, certes, mais du logos en tant que désormais, il est travaillé par l'inconscient.
Chez les Grecs, n'est-ce pas, le logos, et ça va jusqu'à la pensée des Lumières, hein, jusqu'à la Aufklärung, le logos produit sa propre rationalité, sa propre clarification. Mais il y a un envers du logos. La psychanalyse cherche à penser une singularité radicale qui est porteuse d'un universel. Voilà. Ça s'appelle le symptôme. Le symptôme, comment parler rapidement, en tout cas du point de vue qui m'intéresse là, hein, du logos. Le symptôme, c'est pas simplement au sens médical, une dysfonction, une déliaison, enfin quelque chose qui tourne mal. Quoi. C'est un moment où le sujet est en position de contradiction entre l'universel et le singulier. Voilà. Il est embarrassé de quelque chose. Là. Autrement dit, c'est quelque chose qui intervient comme un point qui oblige le sujet à prendre position. Prendre position par rapport à un universel. C'est en quelque sorte un universel brisé. Alors, c'est très intéressant parce que je cite juste rapidement ce que Jones, le biographe et analyste, disait de Freud, pour montrer comment Freud travaillait sur le symptôme. Il dit « le fait isolé l'attirait, et il ne pouvait le chasser de son esprit qu'après l'avoir expliqué. C'est ainsi que travaillait la pensée de Freud. Chaque fois qu'il lui arrivait d'observer un fait simple mais significatif, il sentait et savait qu'il y avait là quelque chose de général ou d'universel, alors même que l'idée d'établir sur ce point des statistiques lui était tout à fait étrangère. Très important, ça. Vous savez que maintenant, on établit des statistiques. On fait de l'épidémiologie. On fait donc ça peut être utile, c'est pas le problème, mais ça fait disparaître dans un certain raisonnement médical la singularité clinique. Ce qui fait que chez le médecin, nous sommes effectivement, on a bien besoin de l'épidémiologie, c'est pas le problème, mais que devient cette figure singulière de l'universel? La psychanalyse implique ce respect extraordinaire du fait isolé, mais aussi la nécessité de cet universel. Donc cet universel singulier. Freud lui-même le confirme, il dit dans une lettre à Lou Andrea Salomé, « Vous savez que je m'occupe du fait isolé, il y a une passion du fait isolé, chez Freud, j'ajoute, et que j'attends qu'en jaillisse de soi-même l'universel. » Certains pourraient évoquer Kant, enfin l'universel réfléchissant, peu importe. Hein. Le point qui me paraît extrêmement important, 1 à 2 minutes, c'est donc la nécessité de chercher dans le cas singulier, la figure même de l'universel. Certaines formules apparaissent essentielles, ce sont des formules grecques. Enfin, je fais artificiellement l'obscurité autour de moi pour me concentrer sur l'unique point obscur. Et de ce point obscur, j'attends qu'en jaillisse l'universel. Alors, ce point me paraît absolument essentiel parce que je reviens à cette formule paradoxale. Pourquoi est-ce que la névrose, enfin toutes ces questions affectives, sexuelles, etc., ont affaire avec le logos? Parce que, quand nous présentons un symptôme au sens psychanalytique, il y a quelque chose qui ne va pas dans la logique elle-même. Hein. Ça n'a rien à voir avec le cognitivisme. Ça a à voir avec le fait qu'il y a quelque chose en nous qui nous pense et que nous ne pouvons pas penser. Donc, il ne s'agit pas d'un irrationnel. Il faut d'abord poser le logos pour poser la psychanalyse. C'est un point qui me paraît essentiel. Et d'ailleurs, la psychanalyse n'est possible qu'en tant qu'elle se développe dans le domaine même de la science. Freud l'a dit et répété. C'est pas par une croyance scientiste. Je dirais, dans la problématique là qui nous intéresse, c'est parce que les Grecs ont posé le logos que l'homme peut savoir qu'il a un inconscient. C'est très paradoxal, parce qu'évidemment, les Grecs antiques ne s'intéressent pas directement à l'inconscient. Enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais en tout cas, ils s'intéressent à la clarification même du monde. Hein. Le reste n'est qu'un déchet de cette pensée. Oui, mais précisément, le logos, dès lors qu'il est posé, s'expose à la question même de l'inconscient. Et la reprise, au fond, freudienne du logos situe ce qu'on pourrait appeler l'héritage grec de la psychanalyse. Dès lors, et je peux conclure, il arrivait à Freud de dire « ce qui m'intéresse, n'est-ce pas, ce n'est pas ce qui est plus réjouissant, nécessairement, ce qui est plus accommodant, ce qui nous arrange, quoi, mais le mystérieux réel existant hors de nous. » C'est curieux pour un psychologue de dire « hors de nous ». Mais oui, parce qu'il s'agit véritablement d'un réel, et par là même de la prise de pouvoir du logos sur ce réel. Là où, mais c'est une autre histoire, toutes sortes de tendances irrationnelles modernes, souvent antipsychanalytiques, reviennent sur la question de force obscure de l'âme, enfin, un retour au mythe.
notamment ce qui opposait Freud et Jung, c'est le mythe, comme par hasard. Hein. Passion du mythe chez Jung, enfin ça le concerne, passion du logos chez Freud. Hein. Il me semble que c'est dans ce sens que dans l'après-coup même d'une réflexion, qui implique la psychanalyse, tout sujet que nous sommes, en tant que nous cherchons à comprendre le monde, en tant que nous cherchons à fonder le rapport à l'autre, mais aussi en tant que tout simplement nous formons un symptôme éminemment singulier, tellement singulier que nous allons le déposer éventuellement sur le divan de l'analyse, nous reconvoque à l'universel. Et c'est en quelque sorte cette scission de l'universel qui rend possible un savoir qui, au-delà de ce que j'appelle une rhétorique de la diversité, nous confronte à cette belle question, celle de ces journées, c'est-à-dire la question de l'universel singulier. Voilà donc ce que je voulais dire. Je vous propose que nous